Voilà, le professeur Raoult est notre invité ce matin. Donc, il sort « La science est un sport de combat ». Nous allons en parler. Ce qui est très clair pour l'instant, hein, et qui a été bien analysé, c'est la précocité de la mise en place des tests et la rapidité de la mise en place des tests. Ça, c'est très clair. Parce que les gens qui savent qu'ils sont contagieux, que l'on décide de les isoler ou qu'ils décident de s'auto-isoler, ça joue un rôle incroyablement important, et ça c'est déjà quantifié. On sait que c'est un des problèmes qu'on a eu en France. On a une surmortalité clairement qui a été liée au retard à la mise en place des tests, ça c'est très clair. Et il n'y a pas que nous, assez bizarrement, le retard à la mise en place des tests ou l'absence d'usage systématique de la PCR pour faire du diagnostic est quelque chose qui s'est produit aussi bien en Amérique qu'en Angleterre. C'est assez stupéfiant. Et en France, c'est assez stupéfiant. Parce que je ne joue pas le jeu du tout. C'est-à-dire la randomisation, c'est un fantasme. C'est pas moi qui ai des fantasmes. La randomisation, c'est un fantasme qui est manipulé. Et vous verrez que comme c'est plus très rentable pour l'industrie pharmaceutique, ça va disparaître pour être remplacé par le big data. C'est qui commence à se faire. Honnêtement, laisser randomiser est censé diminuer les biais de recrutement. Nous, on a posé la question aux gens, est-ce que vous voulez participer ici? C'est facile, hein, on a 1500 personnes qui viennent pour se faire tester. Est-ce que vous voulez passer, est-ce que vous voulez rentrer dans un essai sans randomiser? Il y en a moins de 50% qui veulent y rentrer. Vous voyez ce que c'est un biais? Il n'y a pas de biais observationnel qui soit aussi gros que celui-là. Ils n'en veulent pas rentrer. Vous leur proposez, vous prendriez ça, ou un essai randomisé? On vous dit, on ne sait pas si ça va marcher, mais c'est un produit dont on sait qu'il est toxique pour le rein. Et on vous donne une perfusion pendant 10 jours. Vous allez accepter un truc pareil, je vous assure. Ça, c'est le remdesivir. Hein. Quand même, il faut accepter un truc pareil. Donc, vous croyez vraiment que la population qui accepte ça, elle est représentative de la population et que vous allez pouvoir étendre vos résultats à une population générale? Mais c'est pas vrai. Il faudra qu'on comprenne pourquoi les pays occidentaux sont plus touchés que les autres pays du monde. Le monde dans lequel nous vivons, le monde occidental, est un monde terrifié, c'est un monde qui a peur, et que donc n'importe quel événement est un monde qui est un instant qui le terrifie. Et donc, bien sûr, cet épisode viral est un épisode qui révèle l'état d'affolement et de peur de notre société. On est à la fin d'un système, moi je l'ai vu de mes yeux, sur les camps devant une maladie, au lieu de vous demander comment on va le gérer, comment on va faire les tests, comment on va hospitaliser, comment on va trouver les lits pour le faire, vous avez des gens qui ne pensent qu'à faire des essais thérapeutiques avec Gilead, eh bien vous êtes au bout d'un système. Voilà. Et tous les pays qui n'ont pas fait ça, donc moi je connais très bien, parce que je connais beaucoup de pays du Sud, écoutez, ils ne sont pas trouvés du tout dans cette situation, ils l'ont géré, et la situation se passe absolument sans désespoir, sans mort inexpliquée. Les grands militants anti-hydroxychloroquine, c'était ceux qui étaient aussi des militants démocrates. Il y a un type qui a fait un papier là-dedans. C'est devenu l'objet de drames politiques, de drames capitalistiques. Vous le voyez bien, avant qu'on dise que le remdesivir ne marchait pas du tout, y compris auprès de l'OMS, l'Europe en a acheté pour 1 milliard. Et nous, on a reçu un mot de la DGS pour nous dire on vous donne du remdesivir si vous voulez, mais simplement faites attention, ça fout des insuffisances rénales et ça marche pas quand même. Donc si vous voulez, c'est pas une manière de gérer le problème.